J'espère que Foy Gnassingbé est là. J'espère que le ministre des Finances est là. J'espère que les responsables de l'OTR sont là. J'espère que le directeur du CENTIF est là. Tous ces gens-là. Alors, pourquoi je vais parler d'abord du procureur. Sa photo, s'il vous plaît. Alors, lui, voilà quelqu'un qui a été traumatisé par les Gnassingbé depuis 2004. Parce que quand il était juge, il a été fessé à Lomé 2 après qu'il ait libéré des Colombiens qui étaient impliqués dans la drogue. L'affaire a pris une tournure, on l'a convoqué à Lomé 2 et il a été fessé publiquement. Et depuis, il est traumatisé. Il n'arrive plus à prendre des initiatives. Il attend que les Gnassingbé lui disent il faut faire ci, il faut faire ça. Il est prêt à se coucher pour que les Gnassingbé lui marchent dessus. Il ne voit pas les détournements qui sont dans le pays. Il ne voit pas les questions de VIOL qui sont dans le pays. Mais quand il s'agit d'arrêter les petits journalistes, les mettre en prison, les activistes, il les menace. On va voir s'il est au courant ou non du dossier que je vais passer tout à l'heure. Vous pouvez le dégager technique. Le président de Aplusia, ou le directeur ou le président de Aplusia, le juge Abba Kime Abalo, voilà. Lui, j'ai fait ses éloges il y a dans un live, parce que quand il était au GIABA, moi j'ai suivi beaucoup de formations du GIABA, et puis j'ai suivi aussi d'autres formations de transparence, de TRACFIN, tout ça. Et donc, il y a 6 ou 7 ans, j'étais au Libéria, d'ailleurs avec le CENTIF, pour une formation sur les flux financiers illicites. Donc, tout ce qui concerne la corruption et ses éléments assimilés, tout ça. Et on a fait une très bonne formation avec des journalistes venus un peu partout de l'Afrique de l'Ouest. Et c'était lui le président. Et quand il est venu là pour clôturer les travaux, j'étais dans la salle, c'était à Morovia, j'ai vu tout le respect que les gens avaient pour lui. Il y avait même eu un standing ovation pour lui quand il a fait son discours. Et donc, j'avais gardé ça en mémoire. Aujourd'hui, on l'a ramené au Togo et on l'a nommé à la tête de Aplusia. Depuis qu'on a créé Aplusia, est-ce que Aplusia a fait un seul rapport au peuple togolais sur ses activités en disant on nous a créé, voilà le premier mandat, pendant 5 ans, on a fait telle activité, on a dénoncé tel prévaricateur, on a ramené tel montant dans les caisses de l'État, on a ramené autant d'argent, aucun rapport, rien du tout. Mais c'est des gens qui sont entretenus par le budget de l'État. Lui aussi, malgré que ce soit un bon magistrat, mais il est à la tête de Aplusia, il ne voit rien, absolument rien, rien du tout. Et donc, il ne voit rien passer. Il faut le dégager. Le directeur du CENTIF, voilà, lui, c'est normal. C'est un douanier, parce que le CENTIF, les membres du CENTIF viennent un peu de partout. Il y a la BCAO, il y a la douane, il y a des juristes, il y a des renseignements, il y a des magistrats et tout ça. Donc, c'est lui le président. La présidence du CENTIF revient généralement à un douanier. Bon, quand vous le voyez, maintenant, vous savez que c'est un douanier. Ou bien, est-ce que j'ai menti? C'est un douanier. Donc, quand vous voyez sa forme, vous savez que c'est un douanier. Donc, lui aussi, voilà les membres du CENTIF. Le CENTIF est composé de 6 membres nommés par décret, pris en Conseil des ministres. Haut fonctionnaire ici de la direction des douanes qui assure la présidence, donc c'est lui, M. Akité. Un magistrat spécialisé sur les questions financières mis à la disposition du CENTIF par le ministère chargé de la justice. Un représentant de la BCAO assurant le secrétariat du CENTIF. Un chargé d'enquête, officier de police judiciaire détaché par le ministère de la Sécurité. Un chargé d'enquête, inspecteur des services des douanes, détaché par le ministère des chargés des Finances. Un haut fonctionnaire, détaché par le ministère chargé de la Défense. Les 6 membres sont assistés par un personnel d'appui composé de juristes, d'économistes, de statisticiens, d'analystes financiers, d'informaticiens, de comptables et de secrétaires. Et donc, lui, parce qu'il est douanier, il ne voit que les comptes des gens qui sont dans la banque. Si aujourd'hui vous êtes un opérateur économique et qu'il y a quelques petits mouvements sur vos comptes à la banque, le CENTIF saisit la banque et gèle vos comptes. Mais quand il s'agit des bandits qui sont à l'OTR, qui entreposent des milliards, des centaines de millions dans les banques, lui, douanier qu'il est, il ne les voit pas parce que ce sont ses amis. Il faut l'enlever aussi. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi j'ai présenté ces gens-là?
Je les ai présentés pour vous montrer l'inefficacité, parce que le Togo a été classé en décembre, le troisième pays le plus à risque dans le mois en termes de blanchiment d'argent. En termes de blanchiment d'argent, le Togo est le troisième pays de l'UEMOA. Donc, après le Togo, vous avez le Niger, et puis je pense qu'il y a la Guinée-Bissau, ou un pays comme ça, pas la Guinée-Bissau, un pays comme ça. Troisième pays. Donc, c'est un pays à risque. Alors, quand je parle souvent de l'OTR, les gens disent oui, pourquoi Ferdinand fait ça? Ferdinand s'acharne sur les gens et tout ça. Mais l'OTR, c'est une structure qui détruit les entreprises au Togo, qui détruit les jeunes entrepreneurs, qui détruit les petits commerçants, qui détruit tous les jours que Dieu fait, les opérateurs économiques. Vous imaginez le nombre de sociétés que l'OTR ferme chaque semaine, chaque jour au Togo, le nombre d'emplois qui sont perdus, le nombre d'opérateurs économiques qui ont fait des AVC. Vous imaginez le nombre de boutiques qui sont fermées, les ateliers, même des coiffeuses qui sont fermés par l'OTR. Vous imaginez le nombre de personnes qui reçoivent les redressements fiscaux régulièrement et que les gens de l'OTR ne veulent rien entendre. Il faut payer, il faut payer, il faut payer. Ils ferment les boutiques. Ils ont même un réseau qui sont en complicité avec les étrangers, qui ciblent les Togolais qui sont au grand marché. Donc l'OTR fait des redressements fiscaux à nos mamans, à nos frères qui sont au grand marché. Il les évince de certains secteurs d'activité au profit des étrangers. Est-ce que vous savez ça? Les Blobé, OTR et les Togois, c'est une réalité. Les Asigamea, OTR Toa, parce que les Togolais sont devenus des antipatriotes. Ils facilitent tout ce qui est pour les étrangers et ils enfoncent leurs propres frères parce que les étrangers leur donnent de l'argent. Nemi Asigamea, OTR Toa, Otana, Ku, Onona Beble Mebaku, Amedro, O détrôner na mia toko la Asigamea, mia no, mia dadao, ko les secteurs romea. O sola OTR sont frappés na we, yo banawa ba jo. Et à Medjuro, récupérer l'argent, autre la distributeur. Et c'est comme ça qu'ils évincent nos mamans dans les marchés. Je ne sais pas si vous faites des études pour comprendre ce que je suis en train de dire. C'est une réalité. Allez faire vos enquêtes au grand marché. Comment est-ce que nos mamans, les Nanabes, nos sœurs qui se débrouillent au marché, sont en train de perdre leur commerce au profit des étrangers avec l'appui des agents de l'OTR. Et ces étrangers-là, ils donnent de l'argent aux agents de l'OTR. Quand il a été décidé de créer l'OTR et de mettre ensemble les régies de la douane et des impôts, on nous a dit c'est pour plus d'efficacité, c'est pour lutter contre la corruption. Mais l'OTR d'aujourd'hui, c'est plus grave que quand les deux structures étaient indépendantes. À l'époque, on connaissait les Adotevi qui distribuaient l'argent à Djidjolé. On connaissait les Issa, tous ces anciens douaniers, Sakodo-là, qui ramenaient beaucoup d'argent à la maison, qui distribuaient dans les quartiers. Mais Amoko le OTR Egbea. Et nous, le Okudjoua, c'est incroyable. Et puis, c'est méchant ce qu'ils sont en train de faire. Et ce qui est grave, c'est que cet argent qu'ils prennent ne rentre pas dans les caisses du pays. C'est ça qui fait que moi, je suis en croisade contre ces gens-là. Et donc, moi, je reçois tous les jours des choses des opérateurs économiques. Quand j'ai fait le dossier sur Simco, rappelez-vous, quand j'ai fait le live sur Simco, le ciment de Kanazoé et sa petite société, comment l'appelle-t-on, Canis Commodities. Vous vous rappelez, ceux qui ont suivi ce live-là, quand j'ai fait le live sur Simco. Quand j'ai fait le live sur Simco, l'OTR a dépêché ses agents dans la société Canis Commodities. C'est un entrepôt sous douane. C'est une seconde société de Kanazoé. Et ils font le transbordement, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et ils convoient au Burkina le riz et du sucre. C'est une société de sous-douane, entrepôt sous-douane. Ils font des chiffres d'affaires de milliards. Les gars de l'OTR sont là-bas pour soi-disant vérifier les comptes de la société. Le directeur qui était là-bas, puisqu'il a été renvoyé maintenant, il leur a donné 70 millions. Est-ce que je vous ai une fois dit ça? Puisque les journalistes sont passés là-bas, quand j'ai fait le dossier, les journalistes sont passés, on a donné aux journalistes 100 000, 100 000, 100 000 pour faire des contre-articles, pour dire que oui, la société vend du bon ciment et tout ça. Et après, les gens de l'OTR sont allés là-bas, soi-disant pour faire un contrôle. Le directeur leur a donné 70 millions. Ils étaient 3. Ils se sont partagés.
Est-ce que je vous ai une fois dit ça? Non. Et c'est comme ça que, au sein de l'OTR, on invente tantôt un redressement fiscal, on va voir un opérateur économique, on lui colle une amende, et puis on négocie avec lui, on lui dit oui, on t'a collé une amende de 1 milliard, on peut réduire ça à 300 millions, tu nous donnes 200 millions, et puis on se partage. Et c'est ce qu'ils font tout le temps. C'est ce qu'ils font tout le temps. Il y a un opérateur économique à qui on a fait un redressement de 5 milliards. Cet opérateur économique était protégé par un des grands barons du Togo qui est en train de décéder. Il n'avait plus personne pour le protéger. Il va voir un ministre et il donne de l'argent à ce ministre pour que le ministre intervienne pour qu'on réduise son amende. Le ministre intervient et demande à l'OTR de réduire son amende. De 5 milliards, on est revenu à 5 millions. Qui a perdu? On est revenu à 100 millions. Qui a perdu? De 5 milliards, on est revenu à 100 millions. Et ça a été géré par les autorités de l'OTR d'alors. Et ceux qui ont fait ce travail-là, ils ont eu de la promotion au boulot. Il y a un opérateur économique qui m'a saisi en disant, je suis dans la distribution des produits, du matériel de construction, et un responsable, chef de division de l'OTR, me demande un prêt de 20 millions. Je lui dis que je n'ai pas l'argent. Un mois après, il envoie les gens pour redresser ma société. Écoutez-moi très bien. Il envoie les gens pour redresser ma société. Il envoie les gens pour redresser ma société. Ils viennent avec un avis à tiers détenteur. Qu'est-ce que c'est qu'un avis à tiers détenteur? Un avis à tiers détenteur, c'est une procédure, comment ça s'appelle? C'est une procédure administrative. C'est une procédure administrative, un avis à tiers détenteur, permettant à l'administration d'obtenir le paiement d'une somme que vous lui devez et que vous n'avez pas payé. Ça peut être des impayés fiscaux, donc impôts, taxes, redevances, pénalités. Et donc, puisque le monsieur a refusé de faire le prêt à ce chef de service envoie les agents pour redresser le monsieur. Ils vont chez le monsieur et ils lui font un avis à tiers détenteur, ils lui tendent un avis à tiers détenteur, ils font un redressement de 400 millions et ils lui tendent un avis à tiers détenteur pour l'effrayer. Et donc, le monsieur panique et il demande au monsieur, il faut donner 100 millions pour qu'on puisse nettoyer l'affaire. Le monsieur dit que je n'ai pas 100 millions. Finalement, le monsieur leur donne 50 millions. Et quand le monsieur leur donne 50 millions, le monsieur leur demande, mais je veux obtenir la levée de la saisie avis de la saisie administrative à tiers détenteur, donc l'ATD. C'est ça, l'ATD, avis à tiers détenteur. Puisque l'avis est généralement envoyé à la banque et une copie à l'opérateur économique. Vous savez ce que l'inspecteur lui répond? Écoutez très bien. L'inspecteur lui répond que ils n'ont pas envoyé l'avis à tiers détenteur à la banque. Que cet avis-là, c'était pour l'effrayer, pour qu'il puisse payer l'argent et qu'après, ils vont détruire ça. Et donc, il y a des gens à l'OTR et le monsieur m'a envoyé le faux avis. J'ai ça. Il m'a envoyé le faux avis qu'ils ont émis pour lui prendre l'argent. Donc, il y a les gens à l'OTR qui fabriquent des faux avis à détenteurs pour faire du chantage à des opérateurs économiques. Et quand les opérateurs économiques leur donnent de l'argent, ils détruisent l'avis à tiers détenteur. Où sont les renseignements au Togo? C'est cet avis-là. Vous voyez? Et donc, il y a plein d'autres opérateurs économiques qui vous appellent, qui disent que les gars de l'OTR sont venus ici, ils m'ont fait un redressement fiscal, c'est 100 millions. Ils ont dit, donne 30 millions et puis l'affaire est réglée. Et c'est comme ça qu'ils prennent l'argent chez les gens. Et actuellement, il y a une enquête à l'OTR. Et vous savez ce que les gens sont en train de faire? Ils vont dans les sociétés qu'ils ont redressées et ils vont dire aux opérateurs économiques, s'il y a des enquêteurs qui viennent ici, dites-leur que c'est tel montant que vous avez payé pour qu'on n'ait pas de problème. Ils sont en train de faire le tour. Ça, c'est une introduction que je suis en train de faire pour arriver au cœur même du débat que je vais lancer aujourd'hui avec les preuves que je vais vous projeter. Les gens s'enrichissent à l'OTR pendant que les opérateurs économiques ferment les portes, ferment les entreprises. Les gens s'enrichissent à l'OTR
Pendant que les femmes ferment les boutiques au grand marché, les petits opérateurs ferment les boutiques, les Togolais ferment les boutiques. Il y a une sœur qui m'a interpellé, qui me dit, Ferdinand, on a envoyé les conteneurs au Togo, un conteneur de friperie à Blony, on dédouanait à 3 millions. L'ancien directeur de l'OTR, comment il s'appelle, commissaire Tchodier, a augmenté ça à 3 800 000. Aujourd'hui, on n'arrive plus à convoyer des conteneurs au Togo. Tu paies ou tu ne paies pas, on bloque ton conteneur. Tu ne paies pas, on bloque ton conteneur. Mais est-ce que cet argent rentre dans les caisses de l'État? Est-ce que cet argent permet à l'État de faire tourner l'économie? Pendant qu'on détruit les entreprises, on détruit les petits commerces, on détruit les ateliers des gens. Les gens de l'OTR sont devenus des multimillionnaires. Aujourd'hui, les gens de l'OTR sont plus riches que les opérateurs économiques au Togo. Et c'est ça qu'on va voir. C'est juste quelques éléments que je vais vous montrer. Après, l'État peut faire ce qu'il a envie de faire. Moi, je ne suis pas engagé pour leur... Moi, ce qui m'intéresse, c'est les dégâts que l'OTR fait sur les Togolais. C'est ça qui me révolte. Pendant que ces gens-là s'enrichissent. Je vais vous lire un peu le salaire des agents de l'OTR. Le salaire des agents de l'OTR. Combien les gens de l'OTR perçoivent. Tous les éléments que je vais vous donner, il faut bien les noter parce que c'est important par rapport à la suite de ce que je vais vous dire. Quand on te recrute, grade 1, après recrutement, tu es à 200 000. Grade 1, 200 000. OTR. Grade 1, notez très bien. Hein? Grade 1, 200 000. Grade 2, 250 000. Grade 3, inspecteur, n'ayant pas encore fait l'école. Donc, il y a des inspecteurs qui n'ont pas encore fait leur formation. Inspecteur, grade 3, ils sont à 400 000. Agent senior, inspecteur qui passe le concours pour évoluer, 500 000. Chef section, ils sont à 700 000. Les chefs division sont à 1 300 000. Je répète, quand on te recrute à l'OTR, grade 1, tu es à 200 000. Grade 2, tu es à 250 000. Grade 3, donc inspecteur, sans avoir encore fait l'école, tu es à 400 000. Agent senior, inspecteur qui passe le concours pour évoluer, 500 000. Chef concours, chef division, chef section plutôt, tu es à 700 000, donc tu as fini le concours. Le chef section plutôt, chef division, tu es à 1 300 000. Maintenant, les commissaires, je ne sais pas trop, mais c'est des gens qui sont déjà gracieusement payés pour servir la République. Mais qu'est-ce qu'ils font? Alors, je vais vous parler de deux dames. Je vais vous parler de deux dames dans ce live. Et ces deux dames-là, je vais vous dire qui sont-elles et ce qu'elles sont en train de faire avec l'argent des Togolais. Je vais commencer par le chef, division des opérations douanières. Non, le chef, non, la directrice des renseignements de la lutte contre la fraude. Sa photo technique. Voilà. Et cette dame, elle s'appelle, je vais regarder un peu ses pièces. Je vais regarder un peu ses pièces. Un instant. Hein. Technique, est-ce que vous pouvez me renvoyer ces pièces? Sa carte d'identité et son passeport. Ah ouais. Alors, cette dame, elle est née le 27 mai 1987. 27 mai 1987 à Mango. D'accord? Donc, elle est de 87. Donc, elle est née le 27 mai 1987 à Dapan. Elle s'appelle Donko Bileyo. Alors, c'est une dame qui a occupé des postes très importants à l'OTR. À l'OTR, là-bas, on l'appelle la femme des commissaires. C'est comme ça qu'on l'appelle. Je suis obligé de faire les précisions pour que vous compreniez là où je vais arriver. Quand
il y avait Gaperi. Elle était très, très, très proche de Gaperi. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire par rapport à ça. Elle était très, très, très proche de Gaperi. Et au temps de Gaperi, elle a été chef division des opérations douanières, des hydrocarbures et de raffinerie en 2016. En 2016. Et à l'époque, son mari s'appelait M. Alou. Donc, elle s'appelait donc Alou Bileyo. C'est important, le nom de son mari que je donne. Vous allez voir ça par la suite, ce que je veux dire. Donc, cette dame, elle était en 2016 chef division des opérations douanières, des hydrocarbures et raffineries. C'est un poste très important où il y a beaucoup d'argent. C'est là où il y a le scandale des Adjakli. Raffinerie. Ensuite, elle a été à l'aéroport. Donc, quand Gaperi partait, quand Gaperi a été, le contrat de Gaperi est fini ou bien on a éjecté Gaperi, comme elle était très proche de Gaperi, Gaperi lui a trouvé quelque chose au Kenya. Et donc, ils ont tenté de la mettre un peu à l'international. Ça n'a pas marché. Et elle est revenue au Togo. Quand elle est revenue au Togo, elle s'est rapprochée de Tchodier. Et quand Tchodier était là, elle était à l'aéroport. C'est elle qui était à l'aéroport. Donc, un endroit aussi où il y a beaucoup d'argent. Donc, et elle est restée à l'aéroport. Et ensuite, aujourd'hui, elle est à la direction du renseignement et de la lutte contre la fraude. Elle est aujourd'hui directrice du renseignement et de la lutte contre la fraude. Et je vais vous donner ses missions à ce poste-là. Sous la supervision du commissaire des douanes et des droits indirects et des droits directs, la directrice du renseignement et de la lutte contre la fraude est chargée de gérer l'accumulation de renseignements, la conduite des enquêtes concernant les stupéfiants, donc la drogue, le blanchiment de capitaux, l'analyse des risques. Elle est aussi chargée de la lutte contre la fraude douanière. Vous allez voir tout à l'heure ce qu'elle fait dans ce service-là. Donc, c'est une femme de Tchodier. C'est une femme de Tchodier. Ce n'est pas une maîtresse. C'est l'une des femmes de Tchodier. Elle a 3 enfants avec Tchodier. On verra les preuves tout à l'heure de ces 3 enfants qu'elle a avec Tchodier. Donc, je l'avais déjà décrit dans un live qu'elle était pratiquement la première dame de l'OTR. C'est elle, quand elle veut monter dans l'ascenseur, personne d'autre ne monte dans l'ascenseur avec elle. Tout le monde, si elle veut monter dans l'ascenseur, tout le monde. Donc, elle avait le pouvoir sur tout le monde à l'OTR là-bas. Depuis que Tchodier est parti, elle s'est calmée un peu, mais elle est toujours dans cette direction-là. Donc, ça, c'est la première personne que j'ai voulu vous décrire. Deuxième personne, on reviendra sur elle tout à l'heure. Deuxième personne. Deuxième personne. Voilà cette jeune dame. Je cherche son identité et ses données personnelles. Si la technique peut m'envoyer ça. Ses données personnelles. Parce qu'en même temps que je fais le live, je n'ai pas les données sous la main. Je n'ai pas de données sous la main. Renvoyez-moi ça, s'il vous plaît. OK. Merci à la technique. Alors, cette dame, je regarde rapidement son identité complète. Voilà. Elle se nomme Clouvi Foligan Dedegan. Elle est née le 9 juin 1989 à Lomé. Donc, elle est de 1989. Elle est née le 9 juin 1989 à Lomé. Elle est inspectrice des douanes. Elle est inspectrice des douanes. Alors, elle est rentrée à la douane en 2014. Et elle a connu aussi une ascension assez fulgurante. Elle était à l'aéroport avec Madame Donkor. Elle était la receveur à l'aéroport auprès de Madame Donkor. Et ensuite, elle était déjà proche de Tchodier. Quand je dis proche, vous comprenez, je ne veux pas lâcher certains mots. Quand Tchodier était encore le commissaire des services généraux. Donc, il n'était pas encore commissaire général, il était commissaire des services généraux. Et donc, elle était très proche de Tchodier. Et Tchodier l'a envoyé au Maroc pour aller faire la formation d'inspecteur. Donc, elle est sortie inspectrice. Donc, elle est inspectrice des douanes. Aujourd'hui, elle est receveur
ils ont fait ensemble l'aéroport, donc avec Madame Donkor, et ils sont ensemble aujourd'hui à la direction des renseignements. Donc, c'est elle qui est receveur auprès de Madame Donkor à la direction des renseignements. Je donne ces détails, c'est important pour que vous compreniez là où je vais arriver. Donc, c'est elle qui est receveur auprès de Monsieur Donkor et Madame Donkor au niveau des renseignements. Et donc, elle était mariée ou elle a fait un enfant, un ancien douanier qui s'appelle Sindina. Et je ne sais pas si elle a fait un enfant, mais elle était avec un ancien douanier, son ex. Et puis après, elle a fait un enfant à quelqu'un d'autre. Et voilà, voilà les détails que je vais donner. Alors, il se fait que, comment appelle-t-on? Technique. Donc, on enlève sa photo. Alors, il se fait que ces dames-là, il y a encore d'autres personnes, hein, mais c'est elles qui vont prendre la tontine aujourd'hui. Il y a plein d'autres, il y a plein de choses que vous allez voir après. C'est extrêmement grave ce qui se passe au Togo. Il se fait que ces dames-là, elles ont ouvert, comment vous appelez ça, des comptes dans les assurances. Elles ont ouvert des comptes dans les assurances où elles viennent déposer régulièrement de l'argent. Ce sont des DAT. Ce sont des femmes qui sont très riches. Hein? Elles sont très riches. C'est des multimillionnaires que vous voyez là, très riches. Il se dit même qu'elles ont des appartements en Occident. Je suis dans mes enquêtes, qu'elles ont des appartements en Occident. Et elles changent des voitures comme on change les vélos, des voitures maison, de luxe. Elles partent aux États-Unis comme on va au marché. Elles sont extrêmement riches. Mais la question est de savoir où est-ce qu'elles trouvent l'argent. On va voir ça tout à l'heure. Et donc, ces dames-là, elles ont ouvert des comptes dans les assurances. Donc, les assurances qui servent aujourd'hui à blanchir l'argent. Alors que Madame Donkor est chargée au niveau de l'OTR de lutter contre le blanchiment d'argent, la lutte contre les stupéfiants, la fraude. Elle-même, elle est couchée dans le blanchiment d'argent. Et je vais démontrer ça tout à l'heure. Donc, les gens ont ouvert des comptes aujourd'hui dans beaucoup d'assurances, Sunu Bank, Sunu Assurance, c'est le pire d'ailleurs des assurances, je vais revenir sur ça, NCA Assurance, GTA, où ils vont cacher de l'argent dans les produits qu'on appelle assurance vie, en comptant sur le principe de la non-insaisabilité de l'assurance vie. Vous savez que dans les assurances, il y a un principe de non-insaisabilité des assurances vie. Ceux qui ont fait les banques et assurances, ils savent de quoi je parle, les juristes aussi. Et on suppose que l'assurance, c'est ton épargne. Si tu dois à quelqu'un, il y a un créancier qui te poursuit, il peut tout saisir sauf ton assurance parce que c'est ton épargne. Donc, elles ont ouvert des DAT dans les assurances où elles vont déposer régulièrement de l'argent. Chaque mois, parfois 2 fois par mois, elles vont déposer de l'argent dans ces assurances-là. De l'argent en espèces. Alors, le mois de décembre, attachez bien vos ceintures. Le mois de décembre de l'année passée, pendant que Tchodier était déjà sous la sellette, le mois de décembre, Madame Donkor est partie à NCA et a déposé sur son compte assurance vie 500 millions en espèces. 500 millions en espèces. Pendant que le Togo n'a même pas d'argent pour payer le Nigeria pour qu'on nous donne l'électricité. Ces gens-là, quand je les dénonce, depuis que j'ai commencé par les dénoncer, vous savez ce qu'ils disent en privé? Je fais cette mise au point avant de revenir. Vous savez ce qu'ils disent en privé? Vous savez, celui que j'ai dénoncé, tout ce que j'ai dénoncé. Ils disent non, que rien ne va leur arriver, que Ferdinand va parler jusqu'à... Il va être fatigué, parce qu'eux, ils ont servi fort. Que c'est à Fort qu'ils donnaient l'argent. Donc, parce qu'ils donnaient de l'argent à Fort, qu'eux aussi, ils puisaient l'argent. Donc, eux, l'argent de l'OTS, c'est Fort qu'ils ont donné. C'est la présidence. Ils donnaient beaucoup d'argent de l'OTS à la présidence. Donc, moi, je peux parler. Rien ne va leur arriver. Ça, c'est une parenthèse. Et donc, cette dame, au mois de décembre, elle est venue à NCA. C'est chaque mois qu'ils déposent l'argent, hein, chaque mois. C'est lorsqu'ils ont obtenu
auprès avec les opérateurs économiques, ceux qui font rentrer des trucs, tout ça là. Donc, elle est venue à NCA Assurance avec 500 millions en espèces, un demi-milliard. C'est des versements réguliers. Chaque mois, parfois 2 fois par mois, et les montants, c'est parfois 100 millions et au-delà. Des gens qui sont payés, je vais revoir leur salaire, chef division, ils sont payés à 1 200 000, 1 300 000. C'est des gens qui sont payés à 1 300 000, chef division. Où est-ce que ces gens-là trouvent 500 millions pour aller déposer dans une assurance, en comptant sur le principe d'incessabilité de l'assurance vie? 500 millions au mois de décembre. Mois de janvier, elle a déposé. Février, elle a déposé. Et là, elle vient de déposer en mars. Nous allons vous sortir la preuve du dépôt du mois de mars. Technique. Voilà le mois de mars. Nous allons lire ensemble les documents et vous allez voir les bénéficiaires. Je vais revenir après sur les bénéficiaires. Voilà le contrat. À NCA Bank, il y a plusieurs contrats. Il y a les contrats prestige, contrats diamant. Eux, ils sont dans les contrats VIP. Très, très, très VIP. Donc, le 4 mars 2006, donc il y a quelques jours, Madame Donko Bileyo, tel que c'est écrit sur le reçu, elle est venue déposer en espèces à NCA 100 millions de francs CFA. Espèces. 100 millions de francs CFA. Regardez. Voilà la date. Le 4 mars 2026. On retourne au montant pour que les gens voient bien. On retourne au montant technique. 100 millions de francs CFA. Voilà, on a bien mis espèces, cotisation libre, Madame Donko, son numéro, sa date de naissance, tout. 100 millions de francs CFA qu'elle a apporté pour déposer. Je vous dis qu'il y a eu d'autres dépôts avant. Le mois de décembre, elle a déposé 500 millions. Le mois de janvier, elle a déposé autant d'argent. Février, tout ça. Ça, c'est mars. Elle a déposé 100 millions en espèces. Et voici les bénéficiaires au cas où quelque chose lui arrive. Je vous avais dit qu'elle était avant Madame Alou. Donc, elle a fait 2 enfants à un monsieur qui s'appelait Alou. Il semble que c'était un marin. Donc, les 2 enfants qu'elle a fait avec monsieur Alou, il y a Alou, Timoroupe, ça doit être une femme. Il y a Alou Jaden. Donc, les enfants, c'est 20%, 20%. Elle a mis les enfants. Donc, il y a les 2 enfants qu'elle a fait avec Alou et les 3 enfants qu'elle a fait avec Chodier. Vous vous rappelez que dans un de mes lives, je vous avais dit que Chodier a franchisé le nom de ses enfants pour les faire passer inaperçus. C'est-à-dire, au lieu de crier le nom Chodier, T-H-O-D-I-E, ils écrivent T-S-H-O-D-I-E-R. Pour que les gens ne se rendent pas compte que ce sont les enfants de Chodier. Et donc, à partir de ces enfants-là, ils ont fait beaucoup de transactions. Ils ont immatriculé aussi beaucoup de biens. Donc, vous voyez sur le reçu que les 3 enfants qu'elle fait avec Chodier, les enfants s'appellent Chodier. C'est-à-dire, ils ont franchisé ça. Regardez très bien le reçu. Donc, il y a un premier Chodier qui est en haut, donc 20%. Il y a les 2 autres Chodier qui sont en bas, qui sont les 3 enfants qu'elle a fait à Chodier. Donc, ils ont franchisé le nom de Chodier. Donc, ça veut dire qu'ils ont même fait des falsifications au niveau de l'état civil pour changer le nom des enfants et faire passer les enfants inaperçus. C'est-à-dire que quand vous allez voir ce nom Chodier dans les registres, vous ne saurez pas que ce sont les enfants de Chodier. Et donc, ils ont fait beaucoup de transactions avec le nom des enfants. Des transactions immobilières, ils ont acheté des terrains, des maisons, et puis après, ils ont fait des transactions bancaires avec les enfants. Donc, les enfants, ils ont modifié le nom des enfants, ils ont franchisé le nom des enfants. Vous avez vu ça? Je vous avais dit ça dans un live. Vous vous rappelez que Chodier
a changé même le nom de certains de ses enfants pour les faire passer inaperçus dans le système. Vous vous rappelez? Voilà la preuve. Ouais, voilà la preuve. Et donc, cette dame-là, elle est multimillionnaire. Je ne veux pas dire milliardaire. Imaginez que il lui arrive des moments où elle dépose 500 millions. Il arrive des moments où elle dépose 200 millions. Il arrive des moments où elle dépose 100 millions. Jamais en bas de 100 millions. Vous imaginez ce qu'elle a comme argent? Mais c'est une fonctionnaire de l'État. C'est une fonctionnaire de la République. C'est un agent de l'État. Alors, où est-ce qu'elle trouve cet argent? Surtout quand on sait qu'elle est chargée de lutter contre les stupéfiants. Est-ce qu'il y a des trafiquants de drogue qui font passer la drogue, qui lui donnent de l'argent? Surtout qu'elle est chargée de lutter contre le blanchiment d'argent. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent blanchir de l'argent, qui lui donnent de l'argent? Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent en dehors de la drogue et tout ça. Il y a des opérateurs économiques qui font venir des marchandises qui coûtent des milliards. Et ces opérateurs économiques-là, ils doivent payer, par exemple, pour le dédouanement, 10 milliards, 5 milliards à l'OTR. Eux, ils font tout pour créer un incident et amener l'affaire au contentieux. Quand l'affaire rentre au contentieux, eux, ils vont négocier avec l'opérateur économique. Ils disent à l'opérateur économique, au lieu de payer 5 milliards, donne 1 milliard à l'État, donne-nous 1 milliard, nous on se partage. Et les opérateurs économiques vont payer l'argent chez la receveur. On revient sur le cas de la receveur tout à l'heure. Et ils se partagent l'argent entre eux. Donc, c'est des gens qui sont tellement riches, plus que même certains ministères au Togo là-bas. Et ça, c'est des fonctionnaires de la République. Et c'est des gens qui ferment les entreprises des gens, qui ferment les boutiques des gens, qui ferment les commerces de nos mamans, qui bloquent les conteneurs au port. Et cet argent qu'ils prennent, ça ne rentre pas dans les caisses de l'État. Donc, cette femme-là, elle va déposer 100 millions en espèces.